Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, on a vu ensemble ce à quoi ressemblait l'Antiquité dijonnaise par les vestiges que l'on retrouve sous l'actuelle bibliothèque municipale, à savoir la nef. Alors cet établissement va connaître une évolution fulgurante entre l'Antiquité, avec la fortification gallo-romaine, et le Moyen-Âge, puisque nous allons découvrir qu'elle va avoir beaucoup de structures au même emplacement. Si on devait comptabiliser l'ensemble de toutes les structures qui étaient localisées entre l'actuelle église Saint-Michel et la place du théâtre, et si on pousse un peu plus le vis jusque devant la façade du musée des Beaux-Arts, on arriverait quand même à 5 églises. On commence par une description de notre cher érudit qui va nous raconter un petit peu ce qui se passe d'après lui et d'après ce qu'il a lu. Bah tiens, au passage, d'après ce qu'il a lu, vous avez dû remarquer ce livre-là déjà la dernière fois, un bon livre bien massif sur mon bureau. Eh bien, il s'intitule, je vais vous lire ça tout de suite, Histoire de l'église abbatiale et collégiale de Saint-Étienne de Dijon. S'il y a un livre à prendre en compte sur l'histoire du site de Saint-Étienne, bah c'est celui-là, parce qu'en plus d'être très complet, il va aussi révéler l'existence de beaucoup d'autres sites religieux dans la ville, du temps de son écriture, c'est-à-dire en 1687. C'est l'abbé Fiot, donc l'abbé de Saint-Étienne de l'époque, qui le rédige. Un excellent savant de son temps, il faut l'admettre. Alors, Baudot, on va voir quelques passages avec lui, vous allez le voir, il va nous raconter chaque étape évolutive de l'église Saint-Étienne. Et c'est parti, on y va. Établissement de l'église de Saint-Étienne et son histoire. Saint Bénigne, prêtre, vint à Dijon environ en l'an 153, envoyé par saint Polycarpe, et y souffrit le martyre en 173. Les fidèles que ce saint fit se retiraient dans un lieu souterrain sous lequel l'église Saint-Étienne fut bâtie en 343, autant que la religion commença à lever la tête sous Constantin, en sorte que ça a été la première et seule église qui fut à Dijon. Crypte de Saint-Étienne. Saint Bénigne avait bâti une crypte sous l'invocation de Saint-Étienne, sur laquelle fut bâtie en 343 la plus ancienne église de Dijon, qui est l'église de Saint-Étienne d'aujourd'hui, actuellement à l'Oblé, et réactuellement à la bibliothèque municipale et plus exactement musée Rude, sous le chœur de laquelle sont encore 2 chapelles souterraines. Cette église fut bâtie par l'abbé Garnier pendant le XIe siècle. Alors 2 chapelles souterraines, aujourd'hui je vous l'avoue, c'est un petit peu compliqué de les retrouver, parce que d'une part, il y a eu beaucoup de fouilles sur le site. Vous avez une belle réserve archéologique, certes, mais avec surtout des vestiges gallo-romains. Pour le reste, il faudrait recreuser le site pour retrouver quelque chose. C'est pas de mal à veille que ça va arriver. Et de l'autre côté, sous la nef actuelle, c'est-à-dire la bibliothèque municipale, il y a carrément une salle de conférence. Donc là, pareil. En plus, il y avait un charnier en dessous. Je peux vous garantir qu'au XVIIIe siècle, ça a dû être très sympa d'évacuer tous les corps. 343, construction de l'église Saint-Étienne de Dijon. Les uns pensent que l'église de Saint-Étienne a été bâtie à Dijon sous l'empire de Constantin, vers l'an 320. Plusieurs autres, qui la croient plus nouvelle, rapportent son commencement à l'an 341 ou 342. Elle a été bâtie sur le pourpris de la première enceinte de ce qu'on appelait autrefois Castrum Divieli. Les évêques de Langres, plusieurs, ont été inhumés dans son ancien cimetière. Alors, ancien cimetière, celui de Saint-Étienne. Il faut savoir que à cette époque-là, on utilise toujours le site de la nécropole gallo-romaine pour enfouir les chrétiens, mais on prend un peu de distance quand même. Alors la tradition voudrait aussi que cet ancien cimetière ait pu voir le jour dans l'actuelle cour Saint-Vincent. Ça, on n'a aucune preuve archéologique à ce sujet. Grégoire de Tours, qui vivait au VIe siècle, la désigna sous le nom de Ecclesia Intramuranea, église au-dedans des murs. Et c'est dans cette église où il dit que le corps de Saint Grégoire, évêque de Langres, fut déposé environ en l'an 539 et qu'il resta pendant 5 jours avant que d'être porté en celle de Saint Jean, où ce prélat avait demandé d'être inhumé. Et encore une fois, Saint Jean. Saint Jean, ça peut être soit la Saint Jean actuelle, en tout cas ce qu'il y a en dessous, effectivement, on aurait retrouvé des plates tombes qui commémorent sa vie, ou la Saint Jean primitive qui était localisée dans l'actuelle cour Saint-Vincent, parce qu'avant de nommer le baptistère puis la chapelle Saint-Vincent, elle portait le nom de l'évangéliste, parce que, c'est très simple, on n'avait absolument aucune idée de qui était Saint Vincent avant le VIe siècle. Lorsque Grégoire de Tours écrit, c'est-à-dire au VIe siècle, il nous offre le plaisir de connaître un peu mieux l'histoire de l'époque mérovingienne. Alors, juste avant sa période, c'est-à-dire la seconde moitié du VIe siècle, il faut savoir que Dijon est sous occupation burgonde entre la fin
du 5e siècle et 501 en gros, lorsque Clovis gagne plusieurs batailles et récupère donc cette partie de notre pays. Alors il aime bien donner des anecdotes aussi au sujet de certains évêques, et en particulier un évêque local qui avait le nom d'Aprincule. Et voilà ce qu'il nous raconte. Pendant ce temps, tandis que la terreur des Francs se propageait dans ces pays, alors à savoir à la fin du 5e siècle, et que tous souhaitaient d'un désir passionné les voir régner, saint Aprinculus, évêque de la cité de Langres, commença à devenir suspect auprès des Burgondes. Comme cette haine croissait de jour en jour, ordre fut donné de le massacrer secrètement. La nouvelle lui ayant été apportée, il quitta de nuit la ville fortifiée de Dijon en franchissant le mur et arriva à Clermont d'Auvergne. Alors on imagine bien notre évêque en train de se balancer par-dessus et de tomber lamentablement dans les fossés de l'autre côté. Au passage, qu'est-ce qu'il y avait dans les fossés en plus de l'eau du Suzon? Les déjections d'absolument tous les miliciens qui étaient sur la courtine. Grégoire nous raconte aussi un épisode qui s'est passé juste au pied des murailles de Dijon, à proximité puisqu'on se trouve au niveau du cours d'eau de l'Ouche. Mobilisant donc simultanément tous les trois une armée, à savoir Clovis contre Bombo et Godgisel, il parvint avec tout l'appareil de guerre près d'une ville forte dont Dijon est le nom. Le conflit a lieu sur la rivière de l'Ouche. À partir du VIe siècle, pour Dijon, c'est l'époque mérovingienne. Et cette époque-là, qui s'étale entre le 6 et la seconde moitié du 7e siècle, vous allez avoir une histoire complètement floue et presque perdue pour toute la ville. On a quelques vagues données et notions sur ce à quoi elle pouvait ressembler, notamment grâce encore une fois à Grégoire de Tours, mais pour le reste, très peu d'informations. Si bien que même l'église Saint-Étienne à cette époque-là, on ne sait absolument pas à quoi elle ressemble. Les prélats firent desservir la nouvelle église de Saint-Étienne par des clercs qui tiroient de leur église. Un des premiers officiers de cette cathédrale était leur supérieur. Vivant en communauté et n'ayant d'autres règles que les canons, cette congrégation de chanoines faisait toutes les fonctions pastorales à Dijon. Elle les continua jusqu'à l'établissement des chanoines qui se formèrent par succession de terres dans l'étendue de son territoire. Le site va complètement être remodelé à partir de l'époque carolingienne et c'est là qu'on connaît véritablement son histoire. Le plus ancien titre dont il soit fait mention dans le recueil de Pérard donc, est une charte de l'an 801 pour laquelle Bétho, évêque de Langres, donna aux chanoines de Saint-Étienne de Dijon, ses confrères chanoines, plusieurs églises vénérabilis. L'histoire de Saint-Médard est assez bien connue à partir du moment où le site commence à justement être doté de ce nom-là en particulier, parce qu'avant de s'appeler Saint-Médard, ce site est censé s'appeler Saint-Étienne. Pour rappel, si nous avons une église Saint-Étienne à Dijon, c'est notamment parce que la plupart du temps, on dédie la première église d'une ville aux premiers martyrs chrétiens. Et à Dijon, d'ailleurs, on reçoit les reliques, comme dans beaucoup d'autres églises Saint-Étienne du territoire, de ce martyr. Les reliques nous proviennent de Besançon et nous auraient été apportées au 5e siècle. À la fin du XVIe siècle, on songe à rénover Saint-Médard et les bâtiments qui lui font face. Seulement voilà, on commence aussi la construction du collège des Jésuites, à partir des années 1580. Et donc, on met un petit peu de côté ce chantier. De telle sorte qu'au XVIIe siècle, on finisse par presque oublier de l'entretenir. Et en 1680, le site est complètement détruit. C'est pour ça que vous ne pouvez plus l'apercevoir aujourd'hui dans la rue Vaillant. 1571, le 16 juin, dans la transaction avec les paroissiens de Saint-Médard pour la translation du service en l'église de Saint-Étienne, est dit que le gouverneur et lieutenant du roi avertit les paroisses qu'il était dans la disposition de démolir tous les bâtiments de l'église Saint-Médard, à cause de l'incommodité du passage entre les deux principales places de bataille qui sont dans la ville, devant l'église Saint-Michel et la Sainte-Chapelle. Ils avaient déjà commencé la démolition de la tour de Saint-Étienne qu'on nomme la Portelle. Et là, vous avez entendu parler de ce qui sera la destruction au XVIIe siècle de l'église Saint-Médard. Eh bien, l'église Saint-Médard ne va pas totalement disparaître, il en reste des substructions sous l'actuelle rue Vaillant. Et il y en a aussi à l'intérieur de certaines caves de l'îlot d'habitation de la cour Saint-Vincent. Autre chose, le souvenir de ce site perdure grâce aussi au vocable de la cour Saint-Vincent, bien sûr. Alors pourquoi Saint-Étienne a fini par changer de nom ? Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup trop appelé cette église du nom du saint
dont on a conservé les reliques du Médard. Et à partir du début du XIe siècle, l'abbé de Saint-Étienne, donc de cette église à proprement parler, en a marre d'entendre le nom du premier martyr complètement transformé par ces reliques. Eh bien, il décide, pour rendre hommage à ce premier martyr, d'élever une toute nouvelle Saint-Étienne au sud, à quelques mètres, de cette Saint-Médard. Nous avons la chance d'avoir une jolie phase romane à Dijon, avec des structures qui sont certes un petit peu disparates, mais qui conservent encore leur intégrité, notamment à Saint-Bénigne, mais à Saint-Étienne aussi, on va le voir ensemble. L'église est reconstruite entre 1045 et 1076. Au XIe siècle, donc, c'est Garnier de Mailly, un moine bâtisseur et abbé de Saint-Étienne, qui décide de reconstruire non seulement Saint-Étienne, mais on y reviendra une prochaine fois aussi, Saint-Michel. De Saint-Étienne, on a encore des vestiges de l'époque romaine. Ils sont visibles dans le musée Rude actuellement, comme vous pouvez le voir sur cette image. Grâce à Bibiane Baudot, on a la chance d'avoir des représentations même dessinées de ce à quoi ressemblait le site avant son démantèlement total à la Révolution française. Vous avez des rangées de colonnades qui ressemblent à des tambours cylindriques avec des chapiteaux qui n'ont pas l'air décorés, sinon il nous l'aurait dit et il aurait au moins figuré un minimum, et des voûtes en berceau. C'est vraiment très important de pouvoir avoir cette représentation. Aujourd'hui, on n'a absolument plus rien de tout ça. Baudot ne va pas faire beaucoup d'observations sur le monde religieux. Lui, ce qui l'intéresse surtout, vous l'avez compris, c'est l'Antiquité gallo-romaine et ce qui se passe avant. Alors bien sûr, dès qu'il a l'occasion d'évoquer quelque chose, il le fait, il le décrit. Par contre, attention à l'interprétation qui va suivre. Ancien mur de l'église Saint-Étienne. Sur la même ligne à peu près de cette crypte souterraine, on voit encore en dehors de cet édifice un reste d'ancien mur, au milieu duquel on a percé une grande porte carrée du côté de l'église Saint-Michel. Dans cet ancien mur, on voit encore des espèces d'arceaux massifs, au nombre de 5, faits en maçonnerie, et saillants seuls, sans séparation. Là, Baudot a l'air de nous décrire ce qui est caractéristique de la période plutôt romane, en fait. Si on y réfléchit bien, on a énormément d'exemples de ce genre. Seulement lui, il va donner une autre interprétation. Ce fragment de mur date de la construction de l'église Saint-Étienne dans le IIe siècle. Alors moi je veux bien, seulement à moins de descendre à plus de 4 mètres de profondeur et de retrouver une élévation de cette époque, ça semble un petit peu compromis. Et d'après ce qu'il est en train de nous décrire, il n'est pas à plus de 4 mètres de profondeur. Ces petits arceaux, ou plutôt cette partie de ce mur, ont été détruits par un trou que l'on a fait dans cet endroit en décembre 1831. Le site va rester tel quel jusqu'à l'incendie qui ravage la ville en 1137. À partir de là, on reconstruit l'église, une Saint-Étienne II, la version suivante de l'église romane, qui elle va subsister jusqu'en 1480, où là on va avoir de nouveaux problèmes. Et oui, on a une destruction qui va entraîner la chute notamment de la flèche et de la croisée du transept, qui va presque détruire totalement l'autel du chœur aussi au passage, et donc presque détruire les reliques qui étaient sur le site, et notamment celles de Saint-Étienne. Mais elles ont été miraculeusement sauvées. Alors, quelle relique on avait de Saint-Étienne? On avait un morceau de la main du saint, et on avait aussi une fiole de son sang, soi-disant, bien sûr, d'après la tradition. En 1488, le nouvel abbé du site est Richard Chambellan. Tiens, ce nom-là, il nous dit quelque chose. Il s'agit du frère de celui qui a fait construire le bel hôtel qui se trouve rue des Forges, Henri Chambellan. Richard Chambellan, abbé donc de Saint-Étienne, lance une grande campagne de reconstruction intégrale du site, et à partir de ce moment-là, ce qui reste de l'église romane va être enterré, enfoui dans ce qui va devenir la crypte. Tout ce qui subsiste du XVe siècle est la croisée du transept, le transept nord, le transept sud et le chœur. Vous allez avoir quelques éléments à l'intérieur même du musée Rude qui vont vous rappeler d'ailleurs le prestige de cette époque, notamment une très belle porte à accolade. Entre 1116-1125 et 1611, le site est une abbaye régulière, placée sous l'ordre de Saint-Augustin. À partir de 1611, on va redevenir un ordre séculier, c'est-à-dire que les différentes personnes qui administrent le site vont le rendre plutôt paroissial. On va le réintégrer dans le siècle. Entre 1611 et 1680, il va y avoir quand même quelques petites évolutions. Par exemple, en 1671, on a un incendie qui ravage à nouveau l'église. Quoi, pas de bol, Et on doit donc relancer une construction. À cette époque-là, c'est l'abbé Claude Fiot qui décide de restructurer le site. On peut voir son blason sur l'une des clés de voûte du chœur actuel. Pour anecdote, cette clé de voûte, elle masque l'ancienne voûte de bois
qui est toujours en place. Et juste au-dessus du blason de Fiot, vous avez le blason sous forme de clé pendante en bois avec de belles traces de polychromie de la famille Chambellan. D'ailleurs, on le retrouve un petit peu partout à Dijon, comme vous pouvez le voir ici, dans l'hôtel Chambellan et sur les portails latéraux de Saint-Michel. Le site est donc reconstruit à partir de 1685 ou 86, et c'est sous cet aspect que vous connaissez Saint-Étienne aujourd'hui, c'est-à-dire la bibliothèque municipale et le musée Rude. Un peu plus tard, on va élever la façade de ce que vous connaissez comme étant aujourd'hui la bibliothèque municipale. La façade en question est d'un style à l'italienne, et cette façade va être terminée en 1721. Au passage, juste avant la fin des travaux, Émile Bouchardon décide de faire le tympan de la lapidation de Saint-Étienne. Alors il n'a pas été détruit à la Révolution, il a été transféré à Saint-Bénigne, comme beaucoup d'autres œuvres qui se trouvaient dans l'église au moment où la Révolution a fait rage. On a perdu les sépultures au moment où on réhabilite le site, et notamment des plats de tombes et d'autres éléments funéraires, comme ceux par exemple de Klaus Kutter, et oui, le grand imagier des ducs valois, ou encore Henri Arnaud de Svolles. Alors si ce nom vous dit rien, eh bien sachez qu'il a été conseiller de Philippe le Bon, et notamment eh bien, son physicien. Alors physicien, ça voulait dire beaucoup de choses à l'époque. Il était aussi horloger, et donc aussi astronome au passage. En 1731, le site devient la première cathédrale de Dijon. Et oui, c'est pas Saint-Bénigne la première cathédrale. Il faudra attendre la Révolution pour que le site soit désacralisé. Il deviendra un marché au blé. Pas mal d'autres choses vont se placer à l'intérieur au fil du temps, jusqu'en 1896, où il devient la chambre et bourse de commerce de Dijon. Il faudra attendre seulement le XXIe siècle pour que la bibliothèque municipale s'y installe. Aujourd'hui, on a vu pas mal de choses. L'évolution d'un site religieux, Saint-Étienne. La prochaine fois, on verra la même chose, mais pour cette fois-ci, Saint-Bénigne. Et là, je peux vous garantir qu'on va avoir beaucoup d'informations sur des choses complètement oubliées. Alors d'ici là, portez-vous bien et surtout, à la prochaine!